Ignorant que sa femme était la seule fille d'un milliardaire, son mari et sa famille l'ont jetée, elle et ses triplés nouveau-nés, dehors à minuit, dans le froid glacial. Ce qu'elle a fait ensuite les a tous anéantis. Il ne s'est pas contenté d'élever la voix. Dans cette petite maison familiale, son mari et sa famille sont restés les bras croisés tandis qu'il traînait sa femme, encore ensanglantée par l'accouchement jusqu'à la porte d'entrée, lui mettait les 3 nouveau-nés en pleurs dans les bras et la poussait dans l'air glacial de minuit. Sa mère et son jeune frère regardaient, tandis que sa maîtresse souriait narquoisement depuis le couloir. Il a traîné sa femme, encore ensanglantée par l'accouchement, jusqu'à la porte d'entrée d'une petite maison familiale, lui a mis 3 nouveau-nés en pleurs dans les bras et l'a poussé dehors dans l'air glacial de minuit sous le regard approbateur de sa mère. Cette nuit-là, Élise Laurent, que tout le monde dans cette maison connaissait sous le nom d'Élise Hayes, la femme tranquille et ordinaire, s'est effondrée à genoux sur le porche en bois. Ses pieds nus brûlaient de froid. Ses bras tremblaient tandis qu'elle essayait de serrer les 3 bébés contre sa poitrine. À l'intérieur, son mari, Daniel, claqua la porte et éteignit les lumières comme si elles n'avaient jamais existé. Il pensait qu'elle n'avait nulle part où aller. Il pensait qu'elle n'avait personne. Il pensait qu'en la jetant, elle et les triplés, dans l'obscurité, il l'effacerait à jamais de sa vie. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la femme qu'il venait d'abandonner n'était pas seulement une épouse. Sur tous les documents juridiques qu'il n'avait jamais pris la peine de lire, elle était toujours Élise Laurent, la seule héritière de la puissante famille Laurent. Il y a des années, son père avait discrètement placé une ordonnance de protection sur son nom et ses comptes bancaires, qui alerterait ces hommes si quelqu'un abusait de son identité ou si elle était considérée comme en danger. La même nuit, Daniel est se retourné à l'intérieur pour célébrer sa liberté avec sa maîtresse. Les dernières dépenses frauduleuses qu'il a effectuées au nom d'Élise ont déclenché cette ancienne ordonnance. Pendant qu'il riait, 3 SUV noirs tournaient déjà dans sa rue, suivant la trace numérique de sa cupidité jusqu'à sa porte d'entrée. Alors qu'Élise murmurait « à l'aide », une voix familière sortit de l'un de ses SUV et l'appela par un nom qu'elle avait enfoui depuis des années. « Mademoiselle Laurent, nous vous cherchions. » À partir de ce moment, ce n'était plus l'histoire d'une épouse faible. Elle est devenue une guerre silencieuse, une guerre de preuves, de relevés bancaires, d'enregistrements vidéo, d'avocats, de silence dans les tribunaux et d'une chute que Daniel n'avait pas vue venir. Chers téléspectateurs, merci d'être là. Si vous regardez sans vous abonner, c'est comme si vous laissiez la voix d'Alissa disparaître dans le froid. En cliquant sur ce bouton, vous vous rangez du côté de toutes les femmes rejetées, de tous les enfants presque laissés dans l'obscurité et de tous les cœurs silencieux qui ont choisi de se révolter. Abonnez-vous dès maintenant et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez la vidéo. Le cri aigu de douleur a retenti en premier. Élise Laurent, une femme de 27 ans, enceinte de 9 mois de triplé à haut risque, a pressé une main contre son flanc alors qu'une crampe soudaine lui déchirait le ventre. De minuscules vêtements de bébé ont glissé de ses genoux et se sont éparpillés sur le sol. Le moment était intense. Sa respiration s'accéléra, elle ferma les yeux, mais elle s'efforça de rester calme. Elle avait appris à le faire. Elle avait appris à ne pas parler de sa douleur. C'était la vie qu'elle avait choisie lorsqu'elle avait épousé Daniel Hayes, son mari, son erreur, son espoir, tout à la fois. Alors que la crampe s'atténuait, Élise s'assit lentement sur le tapis moelleux et ramassa les grenouillères qu'elle était en train de plier. Elles étaient de petites couleurs pastel avec des petites étoiles, et elle les plia avec soin, les doigts légèrement tremblants. Elle essayait toujours de tout rendre parfait pour ses enfants, à naître. Ils étaient la seule chaleur qu'elle ressentait dans cette maison froide. Tout le monde ici croyait qu'elle était simplement Élise Hayes, une femme d'origine modeste, sans personne derrière elle. Ce n'était que sur le papier, dans les documents que Daniel ne prenait jamais la peine de lire attentivement, que son nom complet existait encore. Elle était la fille unique d'Alexander Laurent, un homme d'affaires milliardaire dont l'empire s'étendait sur des propriétés, des investissements et des sociétés privées. Mais elle avait tout quitté il y a des années. Pas par rébellion, ni par cupidité, mais par amour. Du moins, celui qu'elle pensait avoir trouvé. À l'époque, elle vivait dans un grand manoir avec des sols en marbre, des portes encadrées d'or et des couloirs silencieux où ses pas résonnaient. Elle avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais elle ne voulait rien de tout cela.
Après le décès de sa mère et la maladie de son père, le manoir lui semblait vide. Elle voulait quelque chose de réel, de simple et d'honnête. Une jeune Élise, âgée d'environ 12 ans, se tenait à côté de son père dans un couloir silencieux. Il avait l'air fatigué mais fier. « Je veux juste une vie simple un jour », avait-elle murmuré. Un amour vrai, sans argent. Son père s'était accroupi à sa hauteur et lui avait caressé la joue. « Alors cache qui tu es jusqu'à ce que tu le trouves », lui avait-il dit doucement. « Garde le nom Luron sur tes papiers, mais tu n'as pas à vivre comme une Luron. Ne révèle la vérité qu'à quelqu'un qui te protège sans connaître ta valeur. Je veillerai à ce que tu sois en sécurité, même de loin. » À l'époque, elle ne comprenait pas ce qu'il entendait par « en sécurité ». Elle se souvenait seulement de la chaleur dans ses yeux. Le souvenir s'estompa alors qu'elle revenait au présent. Dans cette maison ordinaire, aux petites pièces et au plancher grinçant, Ellie avait essayé de se construire la vie simple dont elle avait toujours rêvé. Elle s'était présentée à Daniel sous le nom d'Elise Hayes. Elle lui avait dit qu'elle avait grandi dans une petite ville et ne l'avait jamais corrigée lorsqu'il supposait qu'elle n'avait pas de parents riches. Sur le certificat de mariage, le nom était toujours Élise Luron. Mais Daniel ne se souciait jamais de ces détails. Elle l'avait épousé dans l'espoir de trouver de la dévotion, de la gentillesse et de la sécurité. Mais elle s'était retrouvée dans la maison des Hayes, où l'amour était quelque chose qu'elle donnait et recevait rarement. La porte de la chambre s'ouvrit. Daniel Hayes, 30 ans, grand, impatient et déjà habillé pour la journée, sortit. Il passa devant Élise sans lui jeter un seul regard. Son duo de Cologne flottait derrière lui, vive et froide. Son téléphone vibra. Il s'arrêta de marcher, vérifia l'écran et sourit. Un sourire chaleureux et intime qu'Élise n'avait pas vu depuis des mois. Son cœur se serra, non pas parce qu'elle voulait de l'affection, mais parce qu'elle reconnaissait ce sourire. C'était le sourire qu'il lui adressait avant que tout ne change. Avant qu'il ne commence à rentrer tard à la maison, avant qu'il ne commence à considérer sa grossesse comme un désagrément. Daniel Élise eut du mal à s'asseoir. « J'ai une petite crampe. Tu peux t'en occuper ?» Il répondit sèchement sans s'arrêter. « Je suis en retard. » Il était toujours en retard pour quelque chose. Réunion, course, voyage inexpliqué. Jamais en retard pour la réconforter. Il ferma la porte derrière lui. Élise ne pleura pas. Elle avait appris à ne pas pleurer. Mais la douleur était profonde. Une ombre bougea dans le couloir. Margaret Hayes, la mère de Daniel, entra. Elle avait la cinquantaine bien avancée, le regard perçant et toujours critique. Ses bras restaient croisés, comme si elle était en permanence offensée. « Tu es toujours par terre. Franchement, Élise, tu es tellement maladroite. » Margaret ricana. « Je ne sais pas comment tu comptes élever un enfant, encore moins 3. » Élise essaya de se lever. Margaret ne lui proposa pas son aide. Par la fenêtre, Madame Thompson, leur voisine âgée, observait la scène avec une légère inquiétude dans les yeux. Elle observait souvent la maison en silence. Elle n'intervenait jamais, mais elle se souvenait de tout, des heures, des dates, de qui criait, de qui pleurait. C'était devenu son habitude secrète, sa façon de garder une trace discrète. Elle épousseta sa robe et continua à plier les vêtements, sa respiration redevenue régulière. Elle se concentra sur de petits mouvements, essayant de calmer son cœur qui battait à tout rompre. Les bébés donnèrent de petits coups de pied. Elle leur murmura « Je suis là, j'essaie, je te le promets ». Alors qu'elle se levait, Daniel réapparut brièvement pour prendre son portefeuille. Cette fois, il baissa la voix, presque inaudible, pour répondre à son téléphone qui vibrait. « Oui, je viendrai ce soir. » Son ton était bas, secret. Élise se figea. Elle n'entendit pas ce qu'il disait, seulement la façon dont il le disait, chaleureuse, enthousiaste, exactement comme il ne lui parlait plus jamais. Un frisson silencieux la parcourut. Quelque chose dans son cœur lui murmura, pas fort, mais suffisamment pour la troubler. Ce soir, quelque chose va se passer, et à des kilomètres de là, un autre téléphone vibra avec le même message, entre les mains de la femme que Daniel pensait qu'Élise ne découvrirait jamais. La portière de la voiture de Daniel claqua si fort qu'elle résonna dans le parking silencieux. Il n'était pas seul. Une femme se pencha vers le siège passager avant même qu'il ne s'assit. Ses mouvements étaient assurés, expérimentés, comme ceux de quelqu'un qui avait déjà fait cela de nombreuses fois. Il s'agissait de Clara Voss, 28 ans, belle, raffinée, au regard perçant. Elle travaillait au bureau de Daniel en tant qu'assistante marketing,
Mais tous ceux qui y prêtaient attention savaient qu'elle était bien plus que cela pour lui. Elle était l'autre femme, celle qui avait remplacé Élise à des endroits dont Élise ne savait même pas qu'elle avait été évincée. Clara attrapa le bras de Daniel avant qu'il ne puisse s'éloigner. Ses doigts glissèrent lentement, délibérément, le long de sa manche. « Tu es venu vite », murmura-t-elle avec un petit sourire narquois. « J'aime ça. » Daniel serra les mâchoires, non par culpabilité, mais par frustration. « Je ne peux pas rester longtemps. Élise est à la maison. » Clara roula des yeux. « Élise est toujours à la maison. C'est son problème. Elle n'a pas de vie en dehors de ses bébés. » Daniel ne défendit pas sa femme. Il n'hésita même pas. Clara pencha la tête. « Elle te retient, Daniel. Elle l'a toujours fait. » Ces mots le frappèrent comme elle l'avait prévu, comme une vérité déguisée en préoccupation. L'intensité s'adoucit en une tension silencieuse tandis que Daniel fixait le pare-brise, respirant lentement. Il en avait assez du calme d'Elisa, assez de son manque d'enthousiasme, assez de sa grossesse difficile et de ses besoins constants. Il ne dit pas ses pensées à voix haute. Clara les connaissait déjà. Elle s'en était assurée lors d'appels tardifs, de déjeuners privés et de questions prudentes qui lui donnaient le sentiment d'être compris. Elle se pencha vers lui, effleurant son épaule de la main. « Écoute, tu veux un vrai avenir, n'est-ce pas? Quelque chose de mieux que des factures, des bébés qui pleurent et une femme qui n'arrive pas à suivre. » Daniel déglutit. Il ne répondit pas, mais son silence suffisait. Soudain, une ombre bougea derrière les buissons de l'autre côté du terrain. 2 silhouettes se tenaient partiellement cachées. Margaret Hayes, la mère de Daniel, et Noah Hayes, son jeune frère. Il l'avait suivi depuis la maison, discrètement, intentionnellement. Margaret soupçonnait depuis longtemps cette liaison. Elle voulait seulement des preuves. Maintenant, elle les avait. Margaret, stricte et critique, observait avec une expression qui n'était pas de choc, mais d'approbation. Noah croisa les bras, hochant la tête comme si tout prenait enfin sens. Ils n'étaient pas là pour arrêter Daniel. Ils étaient là pour soutenir sa trahison. À l'intérieur de la voiture, Clara ouvrit son sac à main et en sortit un mince dossier beige fermé par un petit trombone. « Tiens », murmura-t-elle en le lui tendant avec précaution. Daniel fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Sa voix baissa, devenant froide. « C'est ce que tu dois faire quand elle accouchera. Mon ami juriste a rédigé les grandes lignes. Il s'agit principalement de copies de formulaires, mais le résumé est clair. Ta famille mérite mieux. » Il retint son souffle. Il n'ouvrit pas encore le dossier. Il n'en avait pas besoin. Le message était clair. À l'extérieur de la voiture, Margaret observait la scène avec satisfaction. Alors que Daniel prenait le dossier, elle posa doucement une main sur le bras de Noah. « C'est pour le mieux », murmura-t-elle. « Nous l'aiderons à traverser cette épreuve. Élise n'a jamais été faite pour cette famille. » Noah acquiesça vivement. « Elle n'a jamais eu sa place ici. » Daniel posa le dossier sur le tableau de bord, mais son regard s'y attarda. Un avenir sans bail. Un avenir sans ses bébés. Clara donnait l'impression que c'était presque logique. Clara sourit, d'un ton doux et dangereux. Une fois que les bébés seront nés, tu la coupes de tout. C'est simple et clair. Ces documents l'expliquent. Commencez par la distance financière, puis la pression émotionnelle. Elle est déjà faible. Elle ne se battra pas. Daniel ne dit rien. Il ne s'y opposa pas. Il expira lentement, comme s'il acceptait un plan déjà à moitié réalisé. Le silence dans la voiture devint plus pesant. Pendant un instant, il sembla vouloir dire quelque chose. Peut-être un doute, peut-être une crainte. Mais Clara posa un doigt sur ses lèvres. « Ce soir, murmura-t-elle, tout commence ce soir. Ramène ça à la maison, regarde-le et garde-le là, où elle ne le trouvera jamais. Nous terminerons le plan après son accouchement. » Une tension intense s'épaissit à nouveau. Dehors, Margaret et Noah reculèrent silencieusement, se déplaçant comme des ombres, disparaissant dans le vent. Ils en avaient assez entendu. Ils étaient insatisfaits, la trahison n'était plus accidentelle. C'était un plan coordonné qui impliquait désormais toute la famille Hayes. Daniel démarra la voiture. Clara lui prit la main et, juste avant de l'embrasser sur la joue, elle murmura « Elle ne s'y attendra pas ». Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ce à quoi Clara ne s'attendait pas, c'est que le dossier que Daniel avait posé négligemment sur le tableau de bord allait plus tard tomber entre les mains d'Alyssa et que cela allait tout changer. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement avec une force qui fit trembler l'air à l'intérieur du petit salon. Daniel Hayes entra, le visage légèrement rouge après la réunion secrète qu'il venait d'avoir.
Il se déplaçait rapidement, presque nerveusement, essuyant une tache sur sa chemise comme s'il essayait d'effacer les traces de l'endroit où il venait d'être. Dans sa main, il tenait le dossier beige que Clara lui avait donné, mince, mortel et rempli de vérités qu'Élise n'était pas censée voir. Il le jeta négligemment sur la table à manger, certain qu'il ne serait pas lu, et se dirigea directement vers la salle de bain. La douche se mit en marche instantanément, bruyante et fumante. La maison semblait calme, et ce silence était lourd de danger. Élise Laurent se tenait dans la cuisine, appuyée contre le comptoir. Elle avait mal au dos, et son ventre était lourd et tendu. Les bébés avaient été agités toute la matinée, et elle sentait leurs petits pieds appuyés contre ses côtes. La cuillère qu'elle tenait lui glissa des mains et roula sur le sol. Elle s'abaissa lentement, prudemment, se penchant avec difficulté. Cela lui demanda un effort. Chaque mouvement lui en coûtait désormais, mais elle parvint à l'atteindre. Alors qu'elle se relevait, quelque chose attira son attention. Un dossier. Son nom était écrit en haut de la page, de la main de Daniel. Pas Élise Hayes, Élise Laurent. Son cœur fit un battement étrange et incertain. La curiosité se mêla à la crainte. Elle ne se précipita pas. Elle ne s'en empara pas imprudemment. Élise posa simplement sa main sur le dossier, laissant son souffle se stabiliser avant d'ouvrir la première page. Puis, le monde bascula. Des relevés bancaires, des retraits importants, des dépenses de luxe, tous liés à Clara Voss, la femme qu'elle n'avait vue qu'une seule fois lors d'un événement organisé par l'entreprise, mais qui l'avait toujours intriguée. En haut des relevés, un petit symbole la fixait, l'emblème discret de la banque privée de son père. Des comptes qu'elle avait délibérément laissés intacts pendant des années. Pourtant, les dates des dépenses étaient récentes. Élise cligna lentement des yeux. Non, c'est impossible. Elle tourna la page. Des reçus d'hôtel, plusieurs dates, plusieurs nuits. La signature de Daniel au bas de chacun d'eux. Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut s'asseoir. Une autre page, un document intitulé « Demande de test ADN ». Le nom de Clara était inscrit à côté de celui de Daniel comme partie requérante. Une note en bas de page indiquait « Besoin de preuve que les bébés ne sont pas les miens ». Les larmes brûlaient les yeux d'Alissa, mais elle refusait encore de pleurer. Son corps ne le lui permettait pas quand la page suivante était plus douloureuse que toutes les autres. Plan après la naissance. Stratégie de séparation signée par Clara, paraphée par Daniel, annotée comme ayant été revue par Margaret dans une écriture dure et inclinée. Tout y était détaillé. Retirer Élise de la maison, limiter son accès à l'argent, contrôler le récit auprès des voisins et des amis, la presser émotionnellement jusqu'à ce qu'elle parte d'elle-même, prétendre qu'elle était mentalement instable depuis l'accouchement. Son nom, ses bébés, sa vie transformée en un plan, une stratégie, une opération froide et sans cœur. La respiration d'Alissa devint superficielle. Elle posa une main sur son ventre, sentant une contraction se resserrer, puis se relâcher. Ce n'était pas encore le travail, mais un avertissement. Son murmure était faible et tremblant. « Pourquoi prévoit-il de se débarrasser de moi juste après l'accouchement ?» Sa vision se brouilla, ses doigts se crispèrent sur le bord de la table. Elle sentit la pièce tourner, pas violemment, mais lentement, comme si le sol lui-même s'était incliné et qu'elle ne pouvait pas trouver son équilibre. Un léger bruit près de la fenêtre la fit tourner la tête. Madame Thompson, leur voisine âgée, s'était arrêtée dehors avec son courrier. Elle n'essayait pas d'espionner, mais ses yeux inquiets se posèrent sur la maison, observant Élise à travers les rideaux fins. Elle vit Élise serrer des papiers contre sa poitrine, les lèvres entr'ouvertes de stupeur. Madame Thompson sentait depuis des mois que quelque chose n'allait pas dans cette maison. Elle avait remarqué le sourire timide d'Élise, les retours tardifs de Daniel, le ton sec de Margaret. Elle n'entendait rien maintenant, mais elle reconnaissait l'expression sur le visage d'Élise. Une femme qui réalisait qu'elle était seule. Une femme qui réalisait qu'elle avait été trahie. Les jambes d'Élise se dérobèrent sous elle. Elle s'assit lentement, serrant le dossier contre sa poitrine comme pour se protéger de la vérité qu'il contenait. Son esprit vagabondait, non pas vers la vengeance, pas encore, mais vers son enfance. La voix de son père lui revint comme un murmure porté par le temps. « Si quelqu'un essaie un jour de te détruire, souviens-toi que tu n'es jamais vraiment seul. J'ai laissé des protections,
même si tu tournes le dos à mon monde. Son père savait des choses, il percevait le monde mieux qu'elle ne le pourrait jamais. Et Élise se demanda soudain, était-ce le moment dont il l'avait prévenu? Une autre contraction la frappa, plus forte cette fois. Elle ferma les yeux et respira profondément. Les bébés allaient bientôt arriver, trop tôt. Elle regarda à nouveau le dossier, les initiales de Daniel, l'écriture de Clara, l'approbation de Margaret, et quelque chose se brisa dans son cœur. Elle ne ressentait pas encore de colère, seulement du choc, de la confusion, de la peur. Mais la peur a tendance à se transformer en quelque chose d'autre, quelque chose de plus aigu. Elle s'essuya le visage et referma doucement le dossier. Elle savait que Daniel était encore sous la douche. Il ne savait pas qu'elle avait vu quoi que ce soit. Pas encore. Et la maison, déjà silencieuse, devint plus froide. Dehors, une ombre passa devant le porche. Daniel retournait vers la salle à manger pour récupérer le dossier qu'il avait oublié. Quelques instants avant que tout ne bascule. Le cri qui jaillit de la gorge d'Élise Lauron fut si soudain, si brut, qu'il transperça toute la maison comme une lame. Ses genoux fléchirent, ses mains se posèrent sur son ventre. Une contraction puissante et indéniable déchira son corps, plus forte que toutes celles qu'elle avait ressenties auparavant. Son souffle s'évanouit, sa vision se brouilla, ses doigts s'enfoncèrent dans l'accoudoir du canapé alors qu'elle essayait de rester debout. Les triplés arrivaient, trop vite, trop tôt, trop violemment. Le dossier beige, le plan cruel de Daniel, glissa de ses genoux et heurta le sol dans un bruit sourd. Les pages s'éparpillèrent légèrement, mais Élise ne pouvait même pas les regarder. Une autre contraction la frappa, lui arrachant un cri désespéré. Sa voix résonna dans le couloir. Daniel Hayes, son mari, se précipita, non pas avec inquiétude, mais avec irritation. Il venait de fermer le robinet de la douche avec l'intention de prendre le dossier et de le cacher dans sa voiture. « Qu'est-ce qu'il y a encore » lança-t-il en faisant couler de l'eau sur le sol. Avant qu'Élise n'ait pu répondre, une voix aiguë retentit. Margaret Hayes, la mère de Daniel, fit irruption dans la pièce. Son visage était déformé par l'irritation plutôt que par l'inquiétude. « Oh, ne me dites pas que vous êtes en train d'accoucher » siffla Margaret. « Vous avez planifié ça? Tu as planifié ça pour piéger mon fils ?» Élise haleta, agrippant le canapé d'une main et son ventre de l'autre. « J'ai besoin d'aide. S'il te plaît, appelle une ambulance. » Margaret recula comme si le linge était sale. « Les médecins coûtent cher. Tu peux accoucher ici. Les femmes le faisaient tout le temps à la maison avant que tu ne commences à te plaindre. » lança-t-elle. Daniel ne bougea pas vers sa femme. Il n'appela pas à l'aide. Il n'avait même pas l'air inquiet. Son regard balayait la pièce, à la recherche du dossier. Et quelque chose arriva. La porte d'entrée s'ouvrit. Clara Voss, la maîtresse de Daniel, entra. Robe moulante, maquillage parfait, un sourire narquois aux lèvres. Elle ne cachait plus sa présence. Margaret lui avait donné un double des clés quelques jours auparavant, pour parer à toute éventualité. « Tu es en avance », dit Clara à Daniel, ignorant la douleur d'Élise. « Nous ne nous attendions pas à ce désordre pour l'instant. » Élise la fixa, le souffle tremblant. Elle vit enfin la vérité. Complètement, douloureusement, indéniablement. Clara s'approcha de Daniel, effleurant son bras du bout des doigts. « C'est pourquoi tu aurais dû y mettre fin plus tôt, » murmura-t-elle, sans même prendre la peine de baisser la voix. Le cœur d'Élise se brisa. Son corps tremblait, non seulement à cause de la douleur de l'accouchement, mais aussi à cause d'une trahison si vive qu'elle lui coupait le souffle. Daniel s'approcha d'Élise, non pas pour la réconforter, mais pour lui crier « Tu dois partir, j'en ai fini avec toi. » Sa voix la frappa plus fort que les contractions. Élise trébucha en arrière sous la force de ses mots. Elle perdit les os qui éclaboussèrent le sol. Margaret haleta, non par empathie, mais par colère. « Regarde ce que tu as fait, c'est dégoûtant, tu abîmes le sol. » Noah Hayes, le jeune frère de Daniel, apparut dans l'embrasure de la porte. Il jeta un rapide coup d'œil à Élise et ricana. Elle fait une scène, comme d'habitude. La pièce devint floue. Élise tomba à genoux, agrippant le tapis. Le temps perdit toute notion. Les minutes s'étiraient et se tordaient entre les contractions. Personne n'appela les secours. Personne n'apporta de serviettes sans se plaindre du désordre. À travers la douleur, la terreur et les tremblements, Élise mit au monde le premier bébé. Puis, après de longues minutes haletantes, le deuxième,
puis le troisième. Ses cris se transformèrent en hennissements, puis en faibles halètements. Elle était à peine consciente, trempée de sueur, sa respiration était superficielle et saccadée. Daniel a pris les nouveau-nés avec des mains négligentes, les tenant comme des objets plutôt que comme des vies fragiles. Il les a enveloppés dans de fines couvertures, les a poussés dans les bras tremblants d'Alyssa et l'a tirée vers la porte d'entrée. Elle a essayé de serrer ses bébés contre elle, mais ses bras étaient trop faibles. « Non, s'il te plaît, pas dehors. » Daniel n'a pas écouté. Il l'a traînée à travers le porche, a ouvert la porte et l'a poussée si fort qu'elle a failli tomber en avant. Margaret souriait narquoisement depuis le couloir. Noah observait la scène avec un amusement glacial. Clara faisait tournoyer une mèche de ses cheveux, satisfaite et indifférente aux cris des nouveau-nés. Les derniers mots de Daniel, avant que la porte ne claque devant son visage. « Tu n'es plus mon problème. » La porte se referma dans un violent claquement qui résonna dans la poitrine d'Alyssa. Sur le mur à côté de la porte, l'horloge numérique indiquait 00 à 03. Il était officiellement minuit passé. Pieds nus, affaiblis, les jambes ensanglantées, 3 nourrissons hurlants serrés dans ses bras tremblants. L'air nocturne était assez froid pour lui piquer la peau. Elle resta là, essayant de rester debout, puis ses genoux se dérobèrent. Elle s'effondra sur le porche en bois, se recroquevillant autour de ses bébés du mieux qu'elle pouvait. À l'intérieur de la maison des Hayes, les lumières s'éteignirent une à une, comme pour effacer son existence de leur monde. De l'autre côté de la rue, Madame Thompson, la vieille voisine, s'accroupit derrière son rideau. Elle tenait son téléphone à la main, tremblante. Elle enregistrait tout, chaque mot cruel, chaque action, chaque instant. Preuve, vérité, justice, attente. Son doigt planait au-dessus du bouton d'appel d'urgence, mais la vue d'Élise s'effondrant la poussa à commencer par rassembler des preuves. Elle savait que toute aide qui viendrait aurait besoin de voir la vérité sur ce qui avait été fait. Élise essaya de respirer, murmurant « à l'aide ». Sa voix se brisa, ses yeux papillonnèrent, son étreinte sur ses bébés se relâcha. Le monde devint flou, puis des phares, brillants, vifs, se rapprochèrent rapidement de la maison. Ce n'était pas la voiture de Daniel, ni celle de Clara. C'était autre chose, quelque chose de plus grand, quelque chose qui allait changer leur vie. 3 SUV noirs s'arrêtèrent, leur moteur silencieux mais puissant. À l'intérieur de la maison, Daniel ouvrit une bouteille de champagne cachée, tandis que Clara riait doucement à ses côtés. Il pensait que cette nuit marquait sa liberté. Il ne se doutait pas que c'était le début de sa ruine. Depuis le véhicule de tête, une voix familière prononça le nom d'Elisa, une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis la mort de son père. Les phares aveuglants balayèrent le corps effondré d'Élise Laurent comme une vague de feu blanc. Les SUV ne ralentiront pas. Ils s'arrêtèrent brusquement, avec précision, parfaitement alignés devant la maison des Hayes, comme s'ils avaient répété ce mouvement à l'avance. Les portes s'ouvrirent d'un seul mouvement synchronisé. 3, 4, 5 ombres en sortirent, grandes, structurées, vêtues de noir. L'air nocturne changea, quelque chose de puissant était arrivé. Élise, à peine consciente, essaya de lever la tête. Le porche en bois froid s'enfonçait dans sa peau. Ses bébés pleuraient faiblement dans ses bras tremblants, leurs petits poings pressés contre sa poitrine. Elle lutta pour parler. À l'aide. La première ombre s'avança et finit par apparaître. Marcus Hale, la quarantaine, large d'épaules, vêtu d'un costume noir, avec une épingle de sécurité à son revers. Il était le chef de la sécurité personnelle de son défunt père, un homme qui avait autrefois protégé Élise chaque jour de son enfance. Sa voix, grave et posée, transperça le froid. « Mademoiselle Laurent, nous vous recherchons depuis des mois. » Le son de son ancien nom, son vrai nom, frappa Élise comme une nouvelle contraction. Laurent, son héritage, sa lignée, son passé. Son père avait confié à Marcus la tâche de la protéger. Et maintenant, après avoir vécu tranquillement pendant des années sous le nom d'Élise Hayes, elle entendait le nom qu'elle avait abandonné. Marcus s'agenouilla à côté d'elle. Son visage, habituellement sévère et impénétrable, se décomposa sous le choc et le chagrin lorsqu'il vit son état. « Mon Dieu, qui vous a fait ça ?» Il tendit doucement la main vers les bébés. « Mademoiselle Laurent, laissez-nous vous aider, je vous en prie. » Élise essaya de répondre, mais sa voix se brisa. Tout lui semblait lourd.
ses paupières, ses bras, son cœur. Une deuxième silhouette sortit du SUV, un homme d'une 50aine d'années, en costume impeccable, au regard perçant, à l'allure calme. Jude Luron, cousin de son père et avocat de longue date de la famille. C'était lui qui s'était occupé de tous les aspects de l'Empire Luron après le décès de son père. Quand Élise avait disparu pour mener une vie simple, il avait gardé ses distances, respectant son choix. Mais Alexander Luron avait laissé des instructions strictes et mis en place des protections numériques. Jude s'approcha lentement, observant la scène. Élise en sang, les bébés à moitié emmaillotés, le porche froid, la porte fermée derrière elle, il serra les mâchoires. « C'est pire que ce que nous avions prévu, » murmura-t-il. Il échangea un rapide regard avec Marcus. Il suivait, depuis des semaines, des dépenses non autorisées sur l'un des comptes Luron intact d'Élise. Les dépenses menaient à Daniel Hayes. L'adresse menait à cette maison. Ils étaient venus ce soir-là avec l'intention de confronter un fraudeur. Au lieu de cela, ils trouvèrent Élise à demi consciente sous le porche. Le personnel médical se précipita hors des SUV. 2 infirmières, un médecin et un ambulancier avec des couvertures et du matériel. Mais Jude s'avança le premier, la voix ferme et maîtrisée. « Élise, la succession de votre père prendra pleinement effet à la naissance de vos enfants. Les protections qui vous entourent, vous et vos biens, ne sont plus limitées. Vous êtes désormais la seule Hayes à avoir la pleine autorité légale sur tout ce qu'il a laissé. » Son cœur trembla. Tout s'expliquait. Le flashback de son père, son avertissement, son identité cachée, son choix de vivre simplement, le logo de la banque sur les relevés qu'elle avait vu dans le dossier de Daniel, la raison pour laquelle son père avait insisté pour qu'elle conserve son nom légal sur tous les documents officiels. Tout prenait soudainement sens. Ses bébés se remirent à pleurer. Les infirmières les soulevèrent délicatement, vérifièrent leur température et les enveloppèrent dans des couvertures épaisses et chaudes. Les petits cris s'atténuèrent lorsque la chaleur remplaça l'air glacial. Marcus toucha l'épaule d'Elisa. « Vous êtes en sécurité maintenant. Nous allons vous ramener chez vous, dit-il. « Chez moi ?» Ce mot lui semblait étranger. Où était ma maison maintenant ? Le domaine qu'elle avait abandonné, le mari qui l'avait trahi, la vie qu'elle s'était construite ou celle qu'elle avait laissée derrière elle. La respiration d'Elisa ralentit, la panique laissant place à un engourdissement. Elle murmura faiblement. « Ils m'ont jeté dehors. Daniel, Margaret, Clara, ils ont tout planifié. Ils ont utilisé mes comptes. » Le visage de Jude s'assombrit. « Ce qu'ils ont fait est criminel, » dit-il. Il fit signe à l'un des gardes. « Enregistrez tout immédiatement. Filmez le porche, le sang, la porte, l'angle des caméras dans la rue. Nous récupérerons la vidéo de Madame Thompson une fois que nous l'aurons identifiée. » Le médecin plaça un masque à oxygène sur Élise. Une chaleur l'enveloppa tandis que d'autres couvertures recouvraient son corps tremblant. Marcus la souleva doucement. Élise ouvrit les yeux juste assez longtemps pour voir les fenêtres du haz. À travers un étroit interstice dans le rideau, elle aperçut du mouvement. Margaret entraînait Clara plus loin dans la maison. Noah riait nerveusement. Tous pensaient que la maison était fermée et que le danger restait à l'extérieur. Ils n'avaient aucune idée de qui venait d'arriver. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'Élise était vraiment. Jude se pencha vers elle, la voix calme. « Nous allons vous emmener dans une clinique privée. Les bébés seront surveillés en permanence. Les protections mises en place par votre père ont été conçues précisément pour ce genre de trahison. Vous n'avez plus à vous battre seul. » Elle déglutit péniblement. Son regard se posa sur ses bébés, en sécurité dans des bras chaleureux, bercés doucement, soignés comme ils le méritaient. Elle vit leurs petits visages, leur innocence, leur avenir. Elle inspira profondément. Pas de colère, pas de vengeance, pas encore, juste de la lucidité. « Je ne les laisserai pas nous faire de mal à nouveau, » murmura-t-elle. Jude acquiesça. « Alors, nous commencerons discrètement, » dit-il. Marcus la porta vers le SUV. Le personnel médical suivait de près, berçant les triplés comme s'ils étaient des bébés royaux. Alors que les portes se refermaient, Élise regarda la maison Haye une dernière fois. Elle n'était plus impuissante.
Elle n'était plus seule, elle n'était plus la femme qu'ils avaient rejetée. Elle était Élise Laurent, Aéris, mère, survivante, et bientôt quelque chose de bien plus fort. Juste avant que le SUV ne démarre, Élise murmura « Ils ne verront pas ce qui les attend ». À l'intérieur du SUV, un enquêteur alluma sa tablette, révélant un fichier intitulé « Collecte de preuves opérationnelles, Maison Hayes ». Au moment où Élise Laurent ouvrit les yeux, la pièce bougeait déjà autour d'elle, rapidement, de manière contrôlée, urgente. Les machines médicales émettaient de légers bips. Une lumière chaude remplaçait le froid glacial du porche. Les infirmières ajustaient les perfusions. Un médecin lui prit le poignet pour vérifier son pouls. Ses triplés nouveau-nés reposaient dans des couveuses transparentes et chaudes, à quelques mètres seulement. Leurs petits corps se soulevaient et s'abaissaient au rythme de leur respiration fragile. Ce n'était pas un hôpital public. C'était une clinique privée Laurent, discrète, protégée, payée depuis longtemps par un père qui avait tout prévu. Mais la véritable intensité venait de la porte. Elle s'ouvrit avec détermination. Marcus Hale, l'ancien chef de la sécurité de son père, entra d'un pas décidé. Jude Luron, l'avocat de la famille et cousin de son père, le suivait de près, un dossier à la main. La voix de Jude était basse mais aiguë. « Elle, nous n'avons pas beaucoup de temps. » Ces mots la frappèrent comme un éclair glacial. Élise essaya de s'asseoir, grimaçant lorsque la douleur lui traversa l'abdomen. Marcus la soutint doucement dans son dos, tandis qu'elle se stabilisait. « Quoi ? Qu'est-il arrivé au bébé ?» murmura-t-elle, la peur lui serrant la gorge. « Ils sont en sécurité », répondit immédiatement Marcus. « Stables au chaud, leur respiration est surveillée. Tu les as sauvés en tenant bon aussi longtemps. » Élise ferma les yeux un instant, envahie par un sentiment de soulagement aussi réconfortant que de l'eau chaude. Mais cela ne dura pas longtemps. La réalité refit surface. La trahison, le porche glacial, la voix de Daniel lui disant qu'elle n'était plus son problème. Son cœur se serra, mais elle continua à respirer. Elle devait rester calme pour les bébés, pour elle-même. Jude s'approcha de son lit, l'air grave mais doux. « Élise, dit-il doucement, ton père avait une dernière requête avant de mourir. Il nous a demandé de ne pas intervenir dans ta vie, sauf si tu étais en danger. Sauf si tu étais vraiment... » Sa voix se brisa légèrement, le surprenant lui-même. Seule. Élise détourna le regard, ravalant la boule qui lui serrait la gorge. Elle avait choisi de vivre simplement. Elle avait choisi de cacher qui elle était. Mais elle ne s'était jamais attendue à ce que son propre mari et sa famille la transforment en fardeau et la rejettent comme si elle n'était rien. Une infirmière régla l'un des incubateurs. Le doux bip remplit à nouveau la pièce. Cela la ramena à la réalité. Jude poursuivit. « Dès que la clinique a confirmé la naissance de tes enfants, toutes les mesures de protection mises en place par ton père ont été activées. Ton héritage, ta sécurité, ton autorité légale, tout appartient désormais. Pas seulement en théorie, mais dans les faits. » Élise fixait ses bébés. 3 petits miracles qui n'avaient aucune idée que leur naissance avait tout changé. La porte s'ouvrit à nouveau, plus discrètement cette fois. Une femme entra. La trentaine, le regard vif, l'attitude calme, une tablette à la main. Samantha Reed, enquêtrice en chef pour la succession Laurent. Marcus la présenta. Elle s'occupe des renseignements et des preuves numériques. C'est la meilleure dans son domaine. Samantha hocha poliment la tête et se dirigea vers le lit d'Alyssa. « Vous allez vouloir voir ça, » dit-elle. Elle tapota l'écran de sa tablette. Une vidéo apparut. Les mains tremblantes de Madame Thompson avaient tout enregistré. Daniel qui criait, les accusations de Margaret, le sourire froid de Clara, Élise s'effondrant sous le porche, serrant ses nouveau-nés dans ses bras dans la nuit glaciale. Samantha mit la vidéo en pause sur le visage de Daniel alors qu'il claquait la porte. Élise porta une main à sa bouche, les larmes aux yeux. Non pas par faiblesse, mais par surprise que quelqu'un l'ait vue. Que quelqu'un se soit soucié suffisamment d'elle pour enregistrer la vérité. La voix de Samantha était calme. « Votre voisine nous a envoyé ça, » expliqua-t-elle. « Après que notre équipe vous ait installé dans le SUV, j'ai laissé une carte avec notre adresse e-mail sur son portail. » Elle avait envoyé la vidéo dans l'heure qui avait suivi, accompagnée d'un message. « Ce sont des preuves. Protégez-la. » Élise essuya ses larmes avec le dos de sa main tremblante. Un autre fichier s'ouvrit sur la tablette. Des reçus d'hôtel.
Des messages entre Daniel et Clara, des retraites bancaires, des alertes de fraude, Daniel utilisant l'identité d'Alyssa et les comptes Laurent pour couvrir ses dépenses personnelles. Puis le document le plus cruel de tous, apparu sous forme de PDF scanné. Plan après la naissance, stratégie de séparation. Samantha tapota l'écran. Une fois que nous avons retracé les paiements suspects vers Daniel, nous avons vérifié ses emails et ceux de Clara par des voies légales. Leurs messages et les brouillons joints nous ont menés à ce document. Élise expira bruyamment. Il voulait vraiment se débarrasser de moi. Marcus parlait doucement, mais avec une pointe de danger. Il vous a sous-estimé, et il a sous-estimé la famille Laurent. Jude s'avança. Élise, nous pouvons porter cela devant les tribunaux. Ce qu'ils ont fait, chaque mot, chaque mensonge peut être révélé et puni. Nous pouvons demander le divorce, la garde, une compensation financière et des ordonnances de protection. Samantha fouilla dans son sac. Elle en sortit une copie imprimée du contenu du dossier beige, la version numérique qu'ils avaient récupérée. Le cœur d'Elisa fit un bond. Samantha souleva les papiers entre ses doigts. Silencieux, mortel, l'ours de vérité. Puis Samantha posa la question qui changea tout. Souhaites-tu que cela soit présenté au tribunal ou divulgué d'abord par des médias contrôlés? La pièce devint silencieuse. Élise regarda ses bébés, puis les visages des personnes qui se souciaient réellement d'elle. Sa voix était douce mais ferme. « Les deux, dit-elle. D'abord le tribunal, puis la vérité pourra aller là où elle doit aller. » Une étincelle s'alluma dans ses yeux, petite au début, puis se transforma en quelque chose de vif, de concentré, d'inarrêtable. La guerre silencieuse avait commencé. Jude ouvrit une mallette sécurisée remplie de documents juridiques scellés et dit calmement. Alors la première étape est de lui signifier. 2 semaines plus tard, la maison des High semblait presque identique de l'extérieur, mais à l'intérieur, tout avait commencé à se fissurer. Les factures s'empilaient sur le comptoir de la cuisine. 2 cartes de crédit avaient mystérieusement cessé de fonctionner. Margaret Hayes était plus irritable que d'habitude. Daniel ne comprenait pas pourquoi la banque continuait à vérifier ses transactions. Pensant qu'il s'agissait d'un bug, il ouvrit une autre bouteille de champagne, l'une des dernières qu'il avait achetées en utilisant l'identité volée d'Alyssa, et tenta de noyer le malaise qui montait en lui. Daniel Hayes éclata de rire en levant un verre de champagne hors de prix. Il avait passé son bras autour de Clara Voss alors qu'ils étaient allongés sur le canapé du salon. Clara retira ses talons et sourit. « Tu es enfin libéré d'elle, dit-elle. Maintenant, nous pouvons construire la vie que tu mérites. » Daniel se pencha en arrière, esquissant un sourire forcé. « Oh, elle aura disparu pour toujours d'ici là. Elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de famille, elle n'a rien, elle disparaîtra. » Ces mots flottaient dans l'air comme un poison, car à l'extérieur de la maison, sous le même porche, Daniel avait jeté un bail quelques semaines auparavant. Quelque chose de bien plus puissant l'attendait. La sonnette retentit avec force, fermeté et autorité. Daniel fronça les sourcils. À cette heure-là, le sourire narquois de Clara s'estompa un peu. Margaret Hayes entra dans le salon en chemise de nuit, agacée. « Si c'est encore ce voisin, je jure... » La sonnette retentit à nouveau, plus fort. Noah Hayes jeta un coup d'œil depuis le couloir et murmura « Je vais ouvrir. » Daniel lui fit signe de ne pas s'en occuper. « Je m'en charge. » Il se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit, et tout en lui se glaça. Un homme en costume noir se tenait devant lui, tenant une enveloppe scellée. C'était un huissier de justice, calme et professionnel. Derrière lui se tenait un mur de force silencieux. Marcus Hale, l'agent de sécurité d'Élise depuis son enfance, les bras croisés, la mâchoire serrée, les yeux rivés sur Daniel. Daniel eut le souffle coupé. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. L'huissier de justice s'exprima clairement. « Daniel Hayes, vous êtes assigné. » Il tendit l'enveloppe, énumérant chaque document alors que Daniel refermait les doigts dessus. Demande de divorce, demande de garde d'urgence, plainte civile pour fraude et usurpation d'identité, demande d'ordonnance restrictive, avis d'enquête criminelle en cours ouverte par l'unité des crimes financiers. Daniel cligna rapidement des yeux, puis il se remit à rire, mais le son était plus faible cette fois. « C'est ridicule. Élise n'a pas les moyens de payer un avocat. Elle n'en a pas les moyens. » Et puis il le vit. Le blason estampillé en or dans le coin supérieur de l'entête du cabinet d'avocats, l'emblème de la famille Laurent. Son rire s'éteignit instantanément, son visage pâlit, ses mains tremblèrent. Margaret s'avança,
saisit l'un des papiers, plissa les yeux pour regarder le sceau, puis s'évanouit sur le sol. Clara haleta et tituba en arrière, heurtant une table. « La famille Laurent, comme dans Lawrence », murmura-t-elle d'une voix tremblante. Noah resta bouche bée. « Tu veux dire Élise ? Élise et ses riches ?» demanda-t-il d'une voix étranglée. Marcus s'avança, sa présence remplissant l'embrasure de la porte comme une tempête entrant dans une pièce calme. Daniel tenta de tenir bon, mais Marcus n'eut même pas besoin de le toucher. Sa seule présence suffit à faire fléchir les genoux de Daniel. La voix de Marcus était posée et grave, le genre de voix qui promettait des conséquences. Vous n'auriez pas dû toucher à Mademoiselle Laurent. Vous n'auriez jamais dû utiliser son nom, ses comptes ou ses enfants. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent. Son souffle se coupa. Son arrogance s'évapora. Je ne savais pas qui elle était, balbutia-t-il. Marcus ne s'y pas. Pourtant, vous saviez ce que vous faisiez, répondit-il. Clara recula d'un pas, mettant de la distance entre elle et Daniel. Sa voix se brisa. Daniel, je n'ai pas signé pour ça. Je ne savais pas qu'elle avait une famille comme ça. Tu m'avais dit qu'elle était seule. Daniel se retourna contre elle. Ne me quitte pas. Tu as planifié ça avec moi. Clara recula jusqu'à heurter le mur. J'ai ma propre vie à protéger. Je ne peux pas faire partie de ça. Tu peux assumer seule les conséquences. Son regard se posa sur le SUV de sécurité garé derrière Marcus. Elle comprit quelque chose. Élise avait désormais du pouvoir, un vrai pouvoir, et Daniel venait de se faire un ennemi qu'il ne pourrait jamais vaincre. Daniel s'effondra sur une chaise, se tenant la tête. « Ce n'est pas possible. » Marcus se pencha vers lui, le regard perçant. « Ce n'est que le début, dit-il. » Daniel secoua violemment la tête. « Non, non, je peux arranger ça. Elle me parlera. Élise me fait confiance. » Marcus s'écarta, révélant le dernier document de la pile. Daniel le tenait toujours fermement dans ses mains, une assignation à comparaître. Daniel vit la date, il vit la liste des ordonnances demandées par Élise. Il vit la note concernant la divulgation financière et les preuves de fraude. Son avenir s'effondra dans son esprit. Il poussa un soupir désespéré et brisé. Alors que Marcus se retournait pour partir, il dit une dernière chose par-dessus son épaule. « On se verra au tribunal, monsieur Hayes. Apportez un bon avocat, vous en aurez besoin. » La salle d'audience explosa de bruit dès qu'Élise Luron entra. Pas d'applaudissements, pas de soutien, mais de la stupéfaction. Les journalistes se précipitèrent envers elle, leurs appareils photo flashant comme des éclairs. Un murmure parcourut les rangées. Les gens murmuraient son nom comme s'il s'agissait d'un mythe qui venait soudainement de se matérialiser parmi eux. Élise Laurent, Laïse. C'est la femme que Daniel a jetée dehors. Elle avait des triplés et il l'a laissée sur le porche. Les agents de sécurité ont dégagé un passage. Marcus Hale marchait devant, imposant son imposante présence. Jude Luron suivait Élise de près, portant des dossiers remplis de preuves. Samantha Reed, l'enquêteuse, surveillait chaque porte, tablette à la main. Élise marchait lentement, prudemment, encore convalescente après son accouchement, mais calme. Son visage était pâle, mais ses yeux reflétaient une force tranquille. Le banc de la salle d'audience grinça doucement lorsqu'elle s'assit, les mains délicatement jointes. De l'autre côté de la pièce, Daniel Hayes se tenait déjà debout à la table des défendeurs. Il avait l'air dévasté, les cheveux en bataille, la chemise froissée, les yeux injectés de sang, les mains tremblantes. Son avocat, Maître Collins, lui chuchotait des instructions, mais Daniel ne semblait pas entendre un mot. Il fixait Élise, désespéré, terrifié, confus. Clara Vos était assise quelques chaises derrière lui, portant des lunettes de soleil, même à l'intérieur, essayant de cacher sa peur. Margaret Hayes serrait les bras de Noah si fort que ses jointures blanchissaient. Le greffier a appelé les détails de l'affaire. Le juge Avery est entré, sévère, expérimenté et peu impressionnable. Silence dans la salle. Le silence s'est abattu sur la salle. Le juge Avery baissa les yeux vers le dossier. « Il s'agit de l'affaire Élise Laurent contre Daniel Hayes, dit-il. Audience d'urgence pour la garde temporaire, les ordonnances de protection et l'injonction financière. » Il fit une pause, les yeux balayant la pile de documents déjà devant lui. Compte tenu des preuves présentées, cette audience se déroulera rapidement. Daniel déglutit péniblement. Le juge se tourna vers Élise.
Madame Laurent, souhaitez-vous prendre la parole demanda-t-il. Un moment lourd s'écoula. Les journalistes se penchèrent en avant. La salle d'audience retint son souffle. Élise leva les yeux, puis, lentement, elle secoua la tête. « Non, votre honneur, » répondit-elle doucement. « Je préfère que mon avocat parle en mon nom. » Sa voix était douce, calme, plus forte que des cris. Le juge Avery acquiesça. « Continuez, monsieur Luron. » Jude s'avança, ajustant ses lunettes, sa voix résonnant comme un feu maîtrisé. « Votre honneur, cette affaire est simple. Nous présentons des preuves documentées d'abandon, de cruauté, de fraude, d'usurpation d'identité et de mise en danger imprudente de nouveau-nés. » Il tendit une clé USB au greffier. « Preuve, pièce à conviction. » Les écrans de la salle d'audience s'allumèrent et la vidéo commença. L'enregistrement de Madame Thompson. Daniel qui criait, Margaret qui jurait, Clara qui souriait narquoisement, Élise qui s'effondrait sous le porche, serrant ses nouveau-nés dans ses bras dans la nuit glaciale, la porte qui claquait devant son visage. La salle a éclaté en halètements horrifiés. Clara s'est couvert la bouche. Les genoux de Margaret ont légèrement fléchi. Noah a murmuré « Nous sommes finis ». Le visage de Daniel s'est effondré. Il a murmuré « Non, non, s'il vous plaît ». Mais la vidéo a continué à défiler. Jude a brandi un autre document. Pièce à conviction, B. Message de Mrs. Clara Voss encourageant M. Hayes à forcer Élise à partir après l'accouchement. Les écrans ont affiché le texte de Clara. Elle est faible. Chassez-la. Votre famille mérite mieux. Mettez fin à tout cela dès qu'elle aura accouché. Clara a essayé de se lever et de s'enfuir, mais Marcus s'est placé devant elle au bout de la rangée, bloquant sa fuite par sa simple présence. Le juge a frappé son marteau. « Asseyez-vous ». Clara s'est effondrée sur sa chaise, tremblante. Jude a continué. Pièce à conviction, C. Reçu frauduleux. Daniel Hayes a utilisé l'identité d'Élise Laurent et ses comptes privés pour financer son train de vie personnel. Il brandit des relevés bancaires, des factures d'hôtel, des achats de luxe, des retraites d'argent. Daniel se couvrit le visage des deux mains, les épaules tremblantes. « Une demande de test ADN », dit Jude. Il brandit le document. Une demande soumise par Madame Voss, signée par Monsieur Hayes, affirmant que les enfants d'Alyssa n'étaient peut-être pas les siens, déposée alors qu'elle était encore enceinte de triplés à haut risque. La foule retint à nouveau son souffle. Et enfin, la pièce à conviction E. Jude a brandi la copie imprimée du plan de séparation, le document stratégique rédigé par les accusés et leurs collaborateurs détaillant leur plan pour éloigner Élise de son domicile une fois qu'elle aurait accouché de triplés prématurés. Le visage du juge Avery s'est assombri. « C'est monstrueux », a-t-il déclaré. Il s'est tourné vers Madame Thompson, assise à la barre des témoins. « Madame, est-ce votre enregistrement ?» Madame Thompson acquiesça. « Je l'ai fait parce que quelqu'un devait la protéger », dit-elle. Sa voix tremblait, mais elle resta courageuse. Le silence envahit à nouveau la salle. Le juge Avery se tourna vers Daniel. « Monsieur Hayes, avez-vous quelque chose à dire avant que je ne rende ma décision concernant ces ordonnances d'urgence ?» Daniel se leva, chancelant, les larmes coulant sur son visage. « Élise, dis quelque chose, s'il te plaît. Regarde-moi, s'il te plaît. » Élise ne bougea pas. Elle ne cligna pas des yeux, elle ne dit rien. Son silence était plus éloquent que n'importe quel mot. Le juge Avery leva son marteau. « La Cour accorde les ordonnances d'urgence temporaire suivantes », déclara-t-il. La garde légale et physique des enfants est confiée à Élise Laurent. Gel immédiat de tous les comptes joints en attendant une enquête financière complète, ordonnance d'interdiction de contact interdisant à Daniel Hayes d'approcher Élise ou les enfants et renvoi officiel des preuves de fraude et de mise en danger au bureau du procureur. Le marteau retentit comme un coup de tonnerre. Daniel s'effondra sur sa chaise en sanglotant. Marcus se pencha vers Jude et murmura « Préparez les voitures. La presse voudra une réaction. » Et Daniel ne sera pas le seul à tomber aujourd'hui. Daniel Hayes sortit en trombe du tribunal comme un homme fuyant un immeuble en feu. La panique le poussait à chaque pas, son souffle était saccadé. Les flashs des appareils photo crépitaient, aveuglants, impitoyables.
Les journalistes l'encerclèrent de tous côtés, lui criant des questions. « Daniel, est-il vrai que vous avez abandonné votre femme et vos nouveau-nés? Pourquoi avez-vous exigé des tests ADN? Avez-vous utilisé ces comptes sans autorisation? Avez-vous peur de poursuites pénales ?» Leurs micros se sont approchés de son visage. Leurs voix l'ont frappé comme des coups. Daniel a essayé de les repousser. « Laissez-moi tranquille !» a-t-il crié, mais ils n'ont pas reculé. La décision judiciaire d'urgence s'était répandue comme une traînée de poudre parmi le public. Ils ne voyaient plus un mari. Ils voyaient un méchant pris, démasqué, déchu. Les marches du palais de justice étaient bondées de gens qui pointaient du doigt, chuchotaient, jugeaient. La honte de Daniel lui brûlait la peau. Derrière lui, Clara Voss apparut, remontant ses lunettes de soleil pour cacher son expression. Elle essaya de s'éloigner de lui, mais les journalistes l'attrapèrent aussi. « Clara, avez-vous encouragé Daniel à mettre Élise à la porte? Est-il vrai que vous lui avez dit d'y mettre fin après l'accouchement? Craignez-vous d'être également poursuivie ?» Clara se figea comme une proie acculée par des loups. Daniel lui saisit le bras. « Clara, reste près de moi. Nous devons le faire. » Elle se dégagea brusquement. « Je ne suis pas avec toi. Tu m'entends ?» lança-t-elle. « Je ne t'ai jamais aimé. Je ne savais pas qu'elle était une luron. » Les journalistes poussèrent des cris étouffés et capturèrent chaque mot. Clara s'éloigna de lui, prenant autant de distance que possible. Sa voix se brisa. « Je ne vais pas perdre mon avenir à cause de toi. » Elle disparut dans la foule, laissant Daniel seul, abandonné par la femme pour laquelle il avait trahi Élise. Un instant plus tard, la mère de Daniel, Margaret Hayes, sortit en trompe du tribunal. Son visage était rouge de rage, d'humiliation et d'incrédulité. Elle pointa un doigt tremblant vers Daniel. « C'est ta faute. Tout ça, cria-t-elle, tu as détruit notre famille, tu nous as humiliés devant le monde entier. » Daniel tituba en arrière. « Maman, ne m'appelle pas comme ça, s'il te plaît, » cracha Margaret. « Tu as tout détruit. Nous sommes finis à cause de toi. » Sa voix se brisa sous le poids de la honte publique. Les caméras immortalisèrent chaque seconde. Margaret se détourna de lui, serrant son sac à main comme un bouclier, repoussant les journalistes sans se retourner. Puis Noah Hayes, le jeune frère de Daniel, descendit les marches. Il jeta un coup d'œil à Daniel, à sa posture affaissée, à ses cheveux en bataille, à ses mains tremblantes, et son visage se durcit. Il s'éloigna lentement, reculant littéralement. « Reste loin de moi, » avertit Noah. « Tu es toxique, je ne veux pas de tes problèmes près de moi. » La poitrine de Daniel se serra douloureusement. Sa propre famille se dispersait comme des oiseaux effrayés. Il essaya de parler, mais sa voix se brisa. « S'il vous plaît, que quelqu'un m'écoute. » Personne ne l'écouta. Les journalistes continuaient à le bousculer. Les gens le montraient du doigt. Le monde s'écroulait autour de lui. Puis, depuis le bas des marches du palais de justice, 2 hommes se frayèrent un chemin à travers la foule. Des requins solitaires, ceux à qui Daniel devait des milliers de dollars. Une dette qu'il avait cachée à tout le monde, en partie couverte par l'identité volée d'Alyssa avant que les comptes ne soient gelés. Ils s'approchèrent lentement, délibérément. L'un d'eux dit « On te cherchait ». Daniel trébucha en arrière. « Pas maintenant, je vous rembourserai. » Le deuxième homme a souri. « C'est ce que tu as dit la dernière fois, puis tu as arrêté de répondre aux appels. » La respiration de Daniel est devenue saccadée, paniquée. Il s'est retourné pour s'enfuir, mais s'est figé lorsqu'une ombre plus grande est apparue. Tout le monde s'est tu. Marcus Hale, l'agent de sécurité d'Elisa, se tenait debout au pied des marches. Costume noir, regard froid, bras croisés, sans effort, juste par sa présence. La voix de Daniel se dessécha dans sa gorge. Marcus. L'expression de Marcus ne changea pas. Derrière lui, 2 policiers en uniforme s'approchèrent. L'un d'eux parla clairement, sa voix couvrant celle de la foule. « Daniel Hayes, nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Vous êtes placé en garde à vue pour fraude, usurpation d'identité et mise en danger imprudente de mineurs. » Les genoux de Daniel se dérobèrent. Il s'effondra sur les marches de pierre, non pas sous l'effet de la force, mais sous celui de la défaite. Son corps se replia, ses mains tremblèrent. Sa voix se brisa. « Non, s'il vous plaît, non. Je peux arranger ça. J'ai juste besoin d'un bail.
je peux vous expliquer. » Les agents lui saisirent les poignets et lui passèrent les menottes sous les clics frénétiques des appareils photo. Clara observait la scène depuis l'autre côté de la foule, horrifiée. Margaret se couvrit la bouche. Noah murmura « C'est irréel ». Daniel hurla lorsqu'ils le relevèrent. « Élise, ne les laisse pas m'emmener. Élise, s'il te plaît. » Mais Élise était introuvable. Elle n'avait pas besoin d'être là. Son silence était plus fort que ses cris. Les agents ont traîné Daniel vers le véhicule de police. Alors que la porte se refermait sur Daniel, Marcus a reçu un appel dans son oreillette. Son expression s'est assombrie, et il a murmuré « Compris. Dites à Élise que nous arrivons. C'est l'heure. » Plusieurs semaines après la nuit sur le porche, les marches du palais de justice résonnaient de bruit. Les sirènes, les journalistes et les cris désespérés de Daniel résonnaient dans l'air. Les agents tentaient de le maintenir immobile près du véhicule de police, mais Daniel Hayes continuait de se débattre, tirant sur ses menottes, suppliant, criant, perdant jusqu'à la dernière once de fierté qu'il lui restait. « S'il vous plaît, je dois la voir, » pleura-t-il, la voix brisée. « Elle, Élise, s'il te plaît, regarde-moi. » Ses genoux heurtèrent le béton. Il n'était plus debout. Il était à genoux, brisé, vaincu, exposé au monde entier. Les flashs des appareils photo illuminèrent la scène comme des éclairs. Puis, un SUV noir s'arrêta au bas des marches du palais de justice. Le silence se fit instantanément. Les journalistes baissèrent leurs micros. Les policiers s'arrêtèrent. Même Daniel se figea, le souffle court et irrégulier. La porte arrière du SUV s'ouvrit et Élise Laurent en sortit. Elle tenait l'un de ses fils triplés dans ses bras, enveloppé dans une douce couverture blanche. 2 infirmières la suivaient, chacune tenant l'un des autres bébés. Leurs petits visages apparaissaient, paisibles et chaleureux. Après des semaines passées dans la clinique protégée, c'était leur première brève sortie à l'extérieur, soigneusement approuvée, étroitement surveillée et entièrement gardée. Marcus Hale, son agent de sécurité, se tenait près d'elle, protecteur, imperturbable. Jude Luron marchait derrière elle, portant des documents et la protégeant de toute ruée soudaine de journalistes. Élise était calme, trop calme. Un calme qui venait de la force, pas du silence. Un calme que Daniel n'avait jamais vu chez elle auparavant. Elle monta les marches lentement, d'un pas assuré et régulier. Le vent soulevait ses cheveux et le soleil caressait son visage. Daniel leva les yeux vers elle, les yeux rougis, tremblants, couverts de sueur et d'humiliation. « Élise, » murmura-t-il, la voix haletante, « s'il te plaît, parle-moi. » Elle ne dit rien. Elle ne se précipita pas. Elle se contenta de le regarder avec une expression calme et indéchiffrable. Daniel sanglota plus fort. « Je suis désolé. Je ne savais pas. Je ne savais pas qui tu étais. Je ne voulais pas... » Jude s'avança, l'interrompant d'un regard froid. « Tu n'avais pas besoin de connaître sa famille, » dit Jude. « Tu avais besoin de connaître son cœur, mais tu ne t'en souciais pas non plus. » Ces mots frappèrent Daniel comme un coup de poing. Les journalistes capturèrent chaque expression, chaque tremblement, chaque larme. Daniel réessaya. « Élise, s'il te plaît, dis quelque chose. Pardonne-moi, je ne veux pas te perdre. » Élise changea doucement le bébé dans ses bras. Ses yeux s'adoucirent pendant une fraction de seconde. Pas pour Daniel, mais pour son enfant. Puis, elle regarda son ancien mari, l'homme qui l'avait jeté, elle et leur nouveau-né, dans la nuit glaciale. L'homme qui avait prévu de la faire disparaître avant même qu'elle n'accouche. L'homme qui avait utilisé son nom, ses comptes, sa confiance. Un homme qui était maintenant agenouillé devant elle, implorant la pitié qu'il ne lui avait jamais accordée. Le monde entier se pencha vers elle, attendant qu'elle parle. Élise inspira lentement, régulièrement, et rompit enfin son silence. Sa voix était douce, basse, calme. « Tu m'as jeté dans le froid, » dit-elle doucement, « mais j'ai trouvé la chaleur moi-même. » Le visage de Daniel s'effondra. Sa bouche s'ouvrit incrédule. Elle se détourna avant qu'il ne puisse répondre. « Non, Élise, ne pars pas, s'il te plaît. Ne m'enlève pas mes enfants, s'il te plaît. » Il tenta de se précipiter vers elle, mais les policiers le tirèrent brusquement en arrière. Il hurla, la voix brisée, et ses cris résonnèrent dans les marches du palais de justice. « Élise, je t'en supplie, ne me quitte pas, s'il te plaît. » Elle ne se retourna pas. Pas une seule fois. Elle descendit les marches avec grâce.
ses triplés en sécurité dans les bras des infirmières à ses côtés. Marcus ouvrit la portière du SUV. Jude la guida doucement. Les cris de Daniel s'estompèrent derrière elle. Les journalistes chuchotaient avec admiration. Le monde regardait une femme qui avait été rejetée s'éloigner avec tout ce qui comptait vraiment. Élise s'installa sur le siège, serrant son bébé contre elle. Les 3 nourrissons, épuisés par le chaos, dormaient paisiblement, respirant doucement, les petits doigts recroquevillés, le visage détendu. Sa nouvelle vie avait déjà commencé. La portière du SUV se referma. Le bruit extérieur disparut. Le moteur démarra. Alors que la voiture s'éloignait du palais de justice, Élise regarda par la fenêtre une seule fois, non pas pour voir Daniel, mais pour voir le ciel. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre. Jude lui jeta un coup d'œil depuis le siège avant et dit doucement « Il reste encore la question des biens de Hay, la déclaration publique et la façon dont vous voulez que votre histoire soit racontée. Es-tu prête pour la suite ?» Élise caressa doucement le front de son bébé. « Oui, » murmura-t-elle, « je suis prête. » Et le SUV roula vers son avenir. J'espère que vous avez apprécié cette histoire autant que j'ai pris plaisir à la créer pour vous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter les leçons que vous en avez tirées. Dites-moi d'où vous la regardez dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans ma prochaine histoire.